Salut à tous et bienvenue sur Serial Thinker. Alors aujourd'hui, on va parler du bonheur. Le bonheur, il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Le confort fait-il le bonheur? L'argent fait-il le bonheur? La célébrité fait-elle le bonheur? Le progrès scientifique fait-il le bonheur? Dans cette vidéo, je vais vous démontrer que le bonheur est d'abord une affaire de chimie dans le cerveau. Vous pouvez faire ce que vous voulez, être une star internationale, vous baigner dans le caviar. Si votre cerveau ne sécrète plus de dopamine, vous allez être dépressif et peut-être même vous suicider. Pour vous démontrer ça, je vais me baser sur le best-seller Sapiens de Yuval Harari. Avant d'arriver à cette idée qui a des conséquences assez énormes, reprenons depuis le début. Tout le monde recherche le bonheur. Que vous soyez athée ou religieux, que vous soyez de droite ou de gauche, que vous soyez blanc ou noir, enfant ou adulte, homme ou femme, nous recherchons tous le bonheur. Pour les uns, le bonheur va passer par une croyance. Celle par exemple que Dieu vous récompensera dans le monde futur pour tous vos efforts. Vous aurez alors accès au bonheur dans la béatitude éternelle. Pour d'autres, le bonheur passera au contraire par le carpe diem, le fait de profiter de tout ce que la vie peut vous apporter comme plaisir. Mais le point commun entre les deux, c'est qu'on recherche tous le bonheur. Aristote disait que le bonheur est la fin ultime de toutes nos actions. C'est la raison dernière qui justifie tout ce que nous faisons. Alors si cette question vous intéresse, j'ai fait une petite vidéo là-dessus où je parle de tout ça en détail, mais je vais résumer très rapidement. Si je demande à un élève pourquoi il bosse à l'école, il va me dire pour avoir le bac. Et pourquoi est-ce qu'il veut avoir le bac? Pour faire des études, et puis ensuite pour avoir un bon boulot. Et pourquoi est-ce qu'il veut avoir un bon boulot? Finalement pour être heureux. Aristote dit qu'à partir de là, il n'y a plus de réponse. Pourquoi tu veux être heureux? Pour être heureux, point barre. Il n'y a aucune autre raison supérieure au bonheur. Le bonheur est une fin en soi. Maintenant, je vais vous poser une question. À votre avis, pourquoi désirons-nous autant le bonheur? D'où ça vient? Aujourd'hui, nous avons des réponses biologiques à cette question. Ce que nous appelons le bonheur, c'est en fait un mot imparfait du langage humain pour désigner une réalité biochimique. Tout notre univers mental et émotionnel est régi par des mécanismes biochimiques qui ont été façonnés par des millions d'années d'évolution. Nous croyons pertinemment que tel ou tel objet va nous rendre heureux. L'argent, l'amour, le pouvoir. Mais en vérité, notre cerveau se fiche pas mal de tout ça. Ce qui compte, c'est la production de dopamine. Pour le cerveau, l'objet est indifférent tant qu'il y a une production de dopamine. Le bonheur, c'est le stratagème que l'évolution a trouvé pour vous pousser à vous reproduire. La nature a fait en sorte que lorsque vous rencontrez un partenaire sexuel, vous soyez incité à vous reproduire. C'est comme si elle vous disait « va te reproduire et moi en échange je te file une dose de dopamine ». Si cette question précise vous intéresse, allez checker, j'ai fait une vidéo là-dessus. L'amour est-il une illusion? On est tous des gros junkies shootés à la dopamine, que ce soit quand on drague une fille ou quand on salive devant une glace. On est attiré par le sucre par exemple parce que notre système organique est prévu pour vivre dans la jungle à la base, et dans la jungle, les fruits sucrés, ça apporte une grosse quantité d'énergie pour survivre. Donc pour survivre, il faut être attiré par ça. Le problème, c'est que les millions d'années d'évolution qui nous ont permis de nous adapter au goût du sucre n'avaient pas prévu qu'un jour, on aurait du sucre à profusion dans nos sociétés industrielles, et du coup, on peut voir que ce qui représentait un jour un avantage sélectif peut devenir au contraire par la suite, selon l'environnement, un facteur de maladie. Mais revenons maintenant à la question du bonheur. On a tous un pote qui peut avoir un boulot pourri, pas un rond, et pourtant qui a la pêche tous les jours, qui a le smile, qui respire le bonheur. Et on en connaît d'autres qui ont tout pour eux, qui sont pleins de thunes, et pourtant tous les matins, ils sont au bout de leur vie à 2 doigts du suicide. En réalité, votre cerveau est fait de neurones, de synapses, mais aussi de diverses substances chimiques comme la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Ces substances-là sont responsables de votre bonheur ou de votre malheur. Ces substances ne savent rien de votre compte en banque ou de vos relations amoureuses. Elles traduisent simplement, de manière chimique, tout ce qui peut contribuer à la bonne transmission de vos gènes. Notre cerveau est programmé pour maintenir cet état de bonheur à un niveau à peu près constant. Ni trop heureux, ni trop malheureux pour pouvoir nous pousser à faire certaines choses et à en éviter d'autres. Mais encore une fois, notre cerveau n'agit pas ici dans notre intérêt personnel, mais dans l'intérêt de nos gènes. Vous croyez vraiment que c'est dans l'intérêt de qui que ce soit de passer sa journée à aborder des meufs dans la rue? Oui. J'ai vu que t'avais des très beaux yeux, super maquillés et tout. Merci. Et je me suis dit, voilà, fallait que je vienne lui dire salut. Juste une petite question.
Tu serais pas italienne? Non, pas du tout. Je sais pas, c'est les lunettes, les cheveux. Non. Ok, merci. Excusez-moi. Excusez-moi, tu serais pas influenceuse ou quoi? Je suis désolée, j'ai un copain. Non, en fait, le gars, là, il est en train de travailler toute la journée pour ses gènes. Pour qu'au final, il tombe suffisamment amoureux d'une fille pour lui faire des enfants. Genre, quel est ton but à travers tout ça? Mon but, c'est de procréer et si tu veux, de transmettre mes gènes à des petites, des nouvelles générations, si je puis dire, pour avoir une longue descendance. Bien sûr, notre pick-up artiste n'en est pas conscient, mais c'est ça qu'il est en train de faire. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque individu possède un système chimique différent. Il y en a certains qui sont très stables, ils sont tout le temps aux environs de 5 sur 10, ils sont jamais très heureux, mais jamais non plus très malheureux. Alors ça peut produire des gens très chiants, mais ça peut aussi produire des gens qui ont le charisme du tonnerre, comme Clint Eastwood, parce qu'ils ont l'air complètement inébranlables. C'est le charisme du cow-boy, dans tous les films de Clint Eastwood, il dégage une forme de virilité impassible. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Il y en a d'autres qui arrivent à se stabiliser autour de 8. Ils sont de bonne compagnie en général, mais ils ont l'air un petit peu benés parfois parce que quoi qu'ils fassent, ils sont heureux. Donc ça leur donne pas vraiment de raison de changer ou d'évoluer. Il y en a d'autres qui oscillent entre 1 et 10. Ça donne des tempéraments bipolaires. C'est pas facile quand ils sont down, ils n'arrivent même pas à sortir de leur lit. Et par contre, quand ils sont up, ça leur permet d'avoir 14 000 projets par jour. Normalement, votre cerveau ne peut pas rester à un taux trop élevé, car sinon cela ne vous inciterait pas à faire des choses, à créer des projets. Bref, il y en a pour tous les goûts, parce qu'il y a une stratégie évolutive différente à chaque fois. Ainsi, on pourrait dire que la bipolarité permettait peut-être à la nature de produire des individus plus audacieux, plus téméraires, car ils ont besoin de plus d'excitation pour obtenir leur dopamine. C'est peut-être ce qui fait la différence entre un individu lambda de la fin du Moyen-Âge et Christophe Colomb qui est capable de risquer sa vie en traversant les océans pour découvrir de nouveaux territoires. Il a besoin de sa dose de dopamine, il a besoin d'une excitation supplémentaire. Toute cette analyse nous explique pourquoi, malgré tous les progrès technologiques, nous ne sommes pas plus heureux que nos arrière-grands-parents qui vivaient dans des conditions qui seraient terribles pour nous aujourd'hui. La médecine moderne a doublé l'espérance de vie en un siècle et demi. En 1850, l'espérance de vie en Europe était de 40 ans à peine. Aujourd'hui, elle est de 80 ans. La mortalité infantile était terrible à cette époque. Sommes-nous plus heureux pour autant? Si on se réfère à la chimie du cerveau, nous pouvons gager qu'elle n'a pas changé. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir le nombre des médocs qu'on s'avale dans nos pays développés pour en avoir un petit aperçu. En réalité, ce qui augmente le taux de dopamine ou de sérotonine, c'est le décalage entre ce à quoi je pourrais m'attendre et la réalité. Prenons l'exemple choisi par Yuval Harari dans son livre. Comparez un paysan français du Moyen-Âge à un banquier parisien moderne. Le paysan vivait dans un gourbi sans chauffage qui donnait sur la porcherie. Le banquier loge dans un luxueux penthouse pourvu de gadgets les plus récents et avec vue sur les Champs-Élysées. Intuitivement, on s'attendrait à ce que le banquier soit beaucoup plus heureux que le paysan. Or, gourbi, penthouse ou Champs-Élysées ne déterminent pas vraiment notre humeur. La sérotonine, si. Quand le paysan du Moyen-Âge acheva la construction de son gourbi, ses neurones sécrétèrent de la sérotonine, la portant au niveau X. Quand en 2013 le banquier paya la dernière échéance de son merveilleux penthouse, ses neurones sécrétèrent une même dose de sérotonine, la portant à un même niveau X. Le cerveau n'a pas conscience que le penthouse est bien plus confortable que le gourbi. La seule chose qui importe, c'est que la sérotonine est maintenant au niveau X. En conséquence, le banquier ne serait pas un iota plus heureux que son quadrisaïeul, le paysan pauvre du Moyen-Âge. En effet, le raisonnement de Harari se tient. Quelles que soient les circonstances extérieures, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons, quelle que soit l'espérance de vie, fatalement, la chimie du cerveau n'est pas faite pour maintenir longtemps un haut niveau de dopamine ou de sérotonine. Donc au final, le niveau de bonheur de la population ne changera jamais globalement. Alors il est certain que si un SDF gagne au loto, son niveau de dopamine va évoluer brusquement et considérablement. Mais les études citées par Harari démontrent que pour une personne qui dispose déjà d'un certain niveau de confort, la dopamine va augmenter à court terme pour baisser ensuite à un niveau normal. Ce que je trouve intéressant ici, c'est que la biologie moderne confirme ce que les philosophes stoïciens de l'Antiquité avaient déjà constaté il y a plus de 2 millénaires, et que Descartes résume dans une très belle phrase: « Il vaut mieux changer ses désirs que l'ordre du monde ». Aucun progrès dans le confort de vie de l'être humain
ne nous rendra plus heureux. Tout simplement parce que le bonheur dépend de notre biochimie interne. Le bonheur, c'est toujours un décalage entre ce que je désire et ce que j'ai réellement. Si tout le monde autour de vous possède une Ferrari, vous allez être frustré même si vous roulez en Mercos. L'équilibre biochimique de votre cerveau ne dépend pas de votre niveau de confort, mais il résulte du décalage entre ce à quoi vous vous attendez et ce que vous avez. Le paysan du Moyen-Âge dans son char à bœuf sera plus heureux que vous dans votre Mercos parce qu'il ne peut factuellement pas désirer une Ferrari. Si ça se trouve, le progrès technologique peut même parfois dégrader notre niveau de bonheur. Prenez une adolescente au Moyen-Âge dans son village, il y avait toutes les chances pour qu'elle se trouve très sexy. Et autour d'elle, il y avait juste une cinquantaine de personnes, pour la plupart beaucoup plus vieux qu'elle, à moitié édentées ou balafrées. Aujourd'hui, la même adolescente, même si elle est la plus belle de sa classe, va se comparer non pas à ses copines dans la classe, mais à des stars retouchées sur TikTok ou Insta. Et elle va être très malheureuse quand elle va se voir dans la glace en comparaison avec ses stars. Autre exemple, l'Égyptien moyen risque beaucoup moins de mourir de faim, d'épidémie ou de violence sous Hosni Moubarak en 2011 que sous Ramsès II ou Cléopâtre. Jamais la situation matérielle des Égyptiens moyens n'avait été aussi bonne si on la compare aux générations précédentes. On pourrait croire qu'ils danseraient dans les rues pour remercier Dieu de leur situation. Au lieu de quoi, ils se révoltèrent pour renverser Moubarak. Ce n'est pas à leurs ancêtres du temps des pharaons qu'ils se comparaient, mais à leurs contemporains occidentaux aisés. Bref, vous l'avez compris, si le bonheur dépend non pas des conditions matérielles objectives, mais de l'équilibre biochimique interne de l'individu, alors rien ne dit que cet équilibre va changer d'un iota avec l'augmentation du confort matériel des humains. La question décisive qui se pose maintenant est celle de savoir si la solution à tous nos problèmes dans le monde n'est pas d'influencer directement notre biochimie par des médicaments qui nous permettraient d'être heureux continuellement. Dans ce cas, plus besoin de progrès technologique, plus besoin de révolution sociale et politique, tout le monde sera heureux. L'ouvrier à la chaîne sera tellement heureux qu'il aura l'impression d'être Jeff Bezos ou Ronaldo, plus besoin d'améliorer leurs conditions de vie. Alors vous allez me dire, ça existe déjà les antidépresseurs. Oui, mais ça marche pas encore si bien que ça, et il y a beaucoup d'effets secondaires indésirables. Mais imaginez qu'on dispose d'un tel produit sans aucun effet secondaire. Un produit qui vous fasse l'effet de gagner au loto chaque jour. L'écrivain Aldous Huxley a imaginé une telle société en 1931 déjà, dans un roman dystopique qui s'intitule Le meilleur des mondes. Dans ce roman, chaque individu appartient à une caste, alpha bêta pour l'élite, gamma delta epsilon pour les classes laborieuses, qui occupent les tâches ingrates. Mais dans cette société, tout le monde est heureux, personne ne songe à se révolter. Un alpha qui dirige n'est pas plus heureux qu'un epsilon qui fait le ménage, parce qu'une drogue est distribuée à tout le monde, le soma. Quand vous prenez du soma, vous êtes au sommet du bonheur, quelle que soit votre activité. D'une certaine manière, c'est la démocratie la plus totale du point de vue du bonheur. Personne n'est plus heureux qu'un autre. Si cette société vous fait rêver, alors lisez le roman, vous allez vous rendre compte que c'est en réalité un cauchemar totalitariste. Les humains n'ont plus aucune liberté de pensée et d'action tant ils sont heureux. Alors je vous spoile pas le bouquin, mais du coup ça me permet de terminer cette vidéo sur une question. Et si le bonheur n'était pas la finalité ultime de nos actions finalement? L'être humain n'a-t-il pas réussi finalement à dépasser cette récompense biologique pour se tourner vers d'autres valeurs plus élevées comme la liberté? Le roman d'Aldous Huxley est une expérience de pensée qui nous permet de comprendre que finalement, ce qui compte le plus pour nous, ce n'est peut-être pas le bonheur. Car si tel était le cas, alors le meilleur des mondes serait vraiment le meilleur des mondes. Alors qu'il est au contraire, peut-être le pire des cauchemars que nous puissions imaginer. Un totalitarisme du bonheur sous dopamine. Si cette question vous intéresse, je la développe en détail dans 2 vidéos, Le sens de la vie 1 et 2. Je terminerai simplement sur cette citation d'Aldous Huxley. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Aldous Huxley. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner, lâcher un pouce bleu, des questions dans les commentaires si vous en avez, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.